Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne également. Alors, Open Banking et Marketplace, deux terminologies qu'on rencontre à peu près partout. Depuis ce matin, on en a beaucoup parlé déjà. C'est un vaste sujet et je dois vous en parler en 12 minutes. Alors, pour introduire mon propos, faisons appel à un anthropologue, Pascal Pic, qui intervenait en 2016 lors d'une conférence sur le digital organisée par Soprasteria. Donc c'est bien une citation extrait d'une intervention sur le digital. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Pic, c'est un anthropologue. Sa spécialité s'adresse aux bonobos, donc un peu loin de nos activités, mais on l'avait fait parler quand même autour du digital. Alors il a aussi le mérite de la synthèse, et nous allons s'approprier la citation que vous pouvez lire. L'écosystème bancaire et financier devient de plus en plus complexe. Il s'ouvre à de nouveaux acteurs. Chacun est normalement là pour rendre des services aux autres, pour qu'au final, chacun puisse recevoir plus que s'il agissait seul. Et je vais dire de manière un peu militante, chacun devrait recevoir plus que s'il agissait seul ou plus que s'il était sous le contrôle d'une faible minorité des acteurs de cet écosystème. Donc c'est un petit peu une paraphrase, mais juste pour indiquer que oui, nous sommes tous membres d'un même écosystème qui est en pleine transformation. Collectivement, on se doit de garantir un fonctionnement sécurisé et un partage équitable de la valeur. C'est aussi pourquoi, on en parle rarement, mais la régulation doit s'adapter et est indispensable au bon fonctionnement de cet écosystème. Alors passons très vite à un discours un peu plus concret. Alors de manière subie ou volontaire, notre écosystème est en phase de plateformisation. Derrière ce mot, et il y a beaucoup de spécialistes ici, il y a bien sûr une vision technique et architecturale, mais il ne faut pas oublier la dimension économique. On parle de l'économie de plateforme. Alors de manière simplifiée, beaucoup en ont déjà parlé depuis ce matin, les différents acteurs de notre écosystème partagent de plus en plus des données via des API créées sur des plateformes ou opérées sur des plateformes de services afin d'élaborer de nouveaux cas d'usage. Certains exposent des API, d'autres les consomment. C'est relativement simple. Et de plus en plus souvent, ces cas d'usage seront élaborés en co-construction, par agrégation de plusieurs services, issus, pourquoi pas, de plusieurs acteurs, ou pour favoriser la vente croisée de différents services ou de produits ou services. L'écosystème bancaire et financier n'est pas seul. Tout ce que je viens d'expliquer s'élargit à d'autres écosystèmes qui ne sont pas forcément issus de notre secteur à la base, mais avec lesquels on peut partager d'autres services auxquels on n'imaginait même pas. Alors, il y a quelque temps déjà, je vais citer quelques exemples. Un de nos clients recherchait une solution de vente en ligne de produits financiers. Évidemment, nous sommes un éditeur de services, de logiciels. On s'est dit, on va le fabriquer, on ne l'avait pas sur étagère. Mais ce client nous dit, je veux mettre cette solution en ligne en moins de 6 mois. Là, c'était un petit peu plus compliqué. En plus, il voulait faire de l'analyse de la donnée. Donc là, quel a été notre réflexe? C'était de voir parmi le réseau de FinTech avec lesquels nous travaillons, s'il n'y avait pas déjà une solution disponible qui pouvait répondre aux attentes de nos clients. Donc ça, c'était déjà il y a quelques années. La société s'appelle Participe, d'ailleurs. C'est une FinTech et elle fait partie de notre marketplace aujourd'hui. Je vais citer un autre exemple. Nous avions organisé il y a quelques temps un hackathon. Et ce n'était pas un hackathon pour nous, c'est un hackathon avec nos clients, nos grands clients bancaires, avec des FinTech et des collaborateurs de Sopra Banking Software. Et à cette occasion, on s'est rendu compte que tout le monde partageait l'envie de créer, d'innover, avoir des idées. Mais ce qui s'est passé, c'est que les FinTech nous disaient « Oui, mais nous, on a plein d'idées, mais on ne sait pas comment accéder facilement à ceux qui peuvent les exploiter. » Et à l'inverse, nos grands clients nous disaient « On trouve ces idées très bien, mais on n'a pas l'agilité aujourd'hui disponible ou en place, même si ça progresse, pour intégrer des solutions innovantes de l'extérieur. » Alors, on s'est posé à ce moment-là la question
Comment faire? Bien évidemment, on a créé une plateforme de service. Et cette plateforme de service a été imaginée pour intermédier quelque part les relations entre les différents acteurs de l'écosystème. Alors bien évidemment, en premier lieu, il y a les clients finaux. On a tous parlé depuis ce matin, l'approche user-centrique est très importante. Je vais juste redonner quelques chiffres, parce qu'ils n'ont pas été donnés ce matin dans une conférence. À peine 54% quand même des clients, en tout cas à l'échelle de l'OCDE, sont contents des services de leur banque, telles qu'elles sont aujourd'hui. Et à l'ère du digital, il faut savoir que 89% des clients sont prêts à changer de prestataire quand ils ont une mauvaise expérience client. Et aujourd'hui, dans l'économie de plateforme, la première cause de churn, c'est lié à une mauvaise expérience client. Donc c'est juste pour renforcer des messages qui ont été déjà donnés ce matin. La deuxième catégorie d'acteurs que nous cherchons à mettre en relation, bien évidemment, ce sont les fintechs, les nouveaux entrants. Beaucoup en ont peur, parfois. Tout le monde certains disent ils sont là pour nous disrupter. La plupart de celles avec lesquelles nous travaillons, elles ont surtout envie de diffuser rapidement leur innovation en accord avec les autres acteurs déjà présents. Bien évidemment, il y a tous les établissements existants. Vous êtes nombreux ici à les représenter. Et je l'ai déjà dit, c'est comment intégrer facilement une innovation qu'on n'a pas eue en interne et qu'on voudrait mettre à disposition pour nos clients. Et la quatrième catégorie qu'on oublie un petit peu souvent, c'est celle que je représente ici, ce sont les industriels ou les prestataires de services. Bien évidemment, au-delà de générer de la valeur pour nous-mêmes, notre but est surtout de mettre en relation ou apporter des services à l'ensemble des autres acteurs de l'écosystème. Tout ça pour apporter une plus grande cohérence. Alors, illustrons aussi par des exemples que nous avons mis en œuvre. SBS a déployé une plateforme de services qui apporte la conformité des SP2. Je ne vais pas vous reparler des SP2, bien évidemment. Par design, cette plateforme est ouverte à utiliser d'autres API ou à opérer d'autres cas d'usage. Nous équipons plusieurs dizaines d'établissements en Europe avec cette plateforme. Évidemment, le premier cas d'usage a été la conformité des SP2, mais la plupart des clients, ensuite, nous ont indiqué on veut élargir la prestation de service. Et à ce moment-là, comme nous avions passé des accords avec plusieurs fintechs qui sont sur notre marketplace, qui étaient préintégrés, on a pu diffuser rapidement de nouveaux cas d'usage. Nous avons notamment un accord avec Tink pour d'autres services d'open banking. Alors je ne sais pas si vous avez vu la formation de ce matin. Tink vient d'être acheté, en tout cas l'annonce vient d'être faite par Visa pour à peu près 2 milliards de dollars. Et Visa avait racheté déjà Plaid pour 6 milliards de dollars il y a quelque temps. Donc c'est juste pour vous montrer l'ampleur que certains donnent à ce marché. Là aussi, nous avons utilisé cette même plateforme avec un grand client en Belgique pour intégrer rapidement deux partenaires, Peconic et Cake, pour apporter des services à ces différents clients. On s'est posé la question de notre responsabilité au travers de notre marketplace. Bien évidemment, la première chose, c'est d'assurer une interopérabilité des différents services, de garantir que tous les acteurs qui utilisent nos services et les services de la marketplace respectent les régulations en vigueur et garantissent une certaine cohérence dans le temps. Bien évidemment, on peut aider à la personnalisation des différents services, des use cases. Voilà. Alors, on peut aussi voir que chacun peut se positionner comme concurrent des autres dans cet écosystème. Évidemment, il y a un environnement concurrentiel. Mais ça serait vite oublié qu'on ne peut pas avoir la capacité d'innover au rythme du marché, partout, surtout, tout le temps. Donc, chacun doit faire des choix de positionnement, des choix de savoir-faire. C'est ce que font d'ailleurs même les GAFAM aujourd'hui. Quand ils ont créé leur écosystème, même s'ils ont créé une marketplace, ils ne vont pas partout. Bon, la différence avec les GAFAM et leur marketplace, c'est qu'ils cherchent à être monopolistiques et maîtriser sans régulation extérieure ce qui se passe dans leur univers. Regardez les débats sur l'Apple Store. Pour nous, et de notre point de vue, la marketplace est avant tout un espace de confiance. Ce n'est pas qu'une vitrine marketing. Il doit apporter la sécurité entre les différents acteurs d'une même communauté présente sur la marketplace. Les services se doivent donc d'être cohérents, préintégrés,
interopérables, respecter les régulations, je l'ai déjà dit, et permettre aussi le partage de services communs. Par exemple, tout ce qui est lié à l'identification ou l'authentification des utilisateurs. Ce n'est pas la peine que chacun ait le sien. Autant partager le même système. Ça simplifie la vie ou est ouvert à des systèmes standardisés. Bien évidemment, sur une marketplace, on retrouve différentes catégories de services, plutôt métiers, comme sur la gestion de la fraude, le KYC, mais aussi des services technologiques, comme sur la gestion du contenu. C'est aussi une nouvelle approche de business, avec des nouveaux business models. L'ensemble des acteurs présents sur une marketplace, généralement, utilisent un business model par abonnement, par souscription, ou de la consommation à l'usage. Alors même si ce modèle est plein de promesses, nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Nous ne sommes pas les premiers à ouvrir une marketplace. Certains l'ont déjà fait en France, même dans le secteur bancaire et financier. Mais ce n'est pas pour autant que l'activité a réellement démarré. Elle est en train de décoller. L'étude Forrester, publiée l'an dernier, indique un taux de croissance déjà effectif sur les marketplaces, y compris dans le secteur financier, de 90% par an. Néanmoins, il cite aussi un exemple d'une marketplace plutôt réussie de Starling Banks, qui est très en pointe sur le sujet. Malgré tout, c'est à peine 1% de ses revenus globaux, mais avec une croissance de 90% dans le temps. On aurait tendance à croire que cette approche d'open banking et de marketplace ne concerne que le B2B, mais ça concerne aussi le B2C. Par exemple, nous avons développé avec un de nos grands clients de la péninsule arabique, qui s'appelle Adib, le principe d'une banque ou d'un espace de banque communautaire autour de ce qu'on appelle le Money Smart. Alors ça a été ouvert il y a un an à peu près, un peu plus d'un an. Cette plateforme communautaire a acquis 150 000 membres en quelques mois. La Covid a bien sûr aidé. Il y en aura plus de 250 000 à la fin de cette année. Sur ces 150 000 membres, 50 000 ont acheté réellement un service. Maintenant, on a un petit peu de recul. Le coût d'onboarding dans cet espace-là d'un client pour un nouveau service, et pour ceux qui offrent des services sur cette plateforme, le coût d'onboarding a été divisé par 10. La rapidité à acquérir un nouveau client, elle est quasiment immédiate. Et en plus, on a mis en place avec Adib une logique de partage de la valeur, avec des principes de loyalties croisés entre les différents services. Nous avons bien sûr décidé de déployer ce type de plateforme dans d'autres pays, sous réserve que la régulation le permette, bien évidemment. Qui dit partage de la valeur, dit aussi partage des coûts. Et là, je vais bien très vite terminer, parce que en France, on connaît bien le sujet. Quand on crée une communauté ou on crée des consortiums, l'histoire de l'interbancaire en France, c'est fait où on a mis en commun un partage des coûts. Là, avec l'open banking et les nouveaux acteurs, il faut un peu revisiter cette partie-là, parce que c'est bien de partager la valeur, mais il faut aussi que les nouveaux entrants, il y ait d'une manière ou d'une autre, une contribution au partage des infrastructures qui se mettent en place. Néanmoins, pour terminer, le but qu'on recherche, bien évidemment, c'est comme tout le monde d'accélérer la digitalisation, d'améliorer l'expérience utilisateur, de réduire le TCO et d'augmenter la productivité. Ce qu'on retrouve au final, c'est une vitesse d'innovation décuplée. On a des nouvelles opportunités offertes à nos clients qu'ils n'imaginaient même pas au départ, et au bout du compte, avec une efficacité accrue, comme pour la capacité à onboarder des clients très rapidement. Je vous remercie.